Les doigts tremblants d'Élise s'immobilisèrent sur le corps du poulain abandonné lorsqu'elle sentit, sous la peau encore tiède, un battement impossible, une vie que M. Beaumont venait de condamner et que l'assurance avait déjà payée. Dans ce souffle fragile, qui survivait contre toute logique, résidait non seulement un miracle, mais aussi un secret qui pourrait détruire sa vie ou lui offrir la liberté qu'elle n'avait jamais osé rêver. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. Le soleil se couchait sur le domaine des Beaumont, baignant les écuries de Château-Noir d'une lumière dorée qui contrastait avec l'atmosphère tendue à l'intérieur. Élise Moreau, 16 ans, serrait les dents en essuyant la sueur qui perlait sur son front tandis qu'elle observait avec angoisse Céline, la jument de prix de M. Beaumont, se tordre de douleur sur la paille fraîche. Le poulain se présentait mal. Et malgré ses 3 années d'expérience comme palefrenière, Élise savait que la situation devenait critique. « Tenez bon, ma belle », murmura-t-elle, en caressant l'encolure luisante de la jument. Le vétérinaire va arriver. La respiration de Céline était laborieuse, ses flancs se soulevaient par saccades et ses yeux, habituellement si vifs, exprimaient une douleur insoutenable. Élise lança un regard anxieux vers l'entrée de l'écurie. Monsieur Beaumont avait appelé le docteur Laurent il y avait plus d'1 heure, mais la tempête qui faisait rage dehors ralentissait probablement son arrivée. Des pas lourds résonnèrent soudain sur les pavés, et Élise se redressa vivement. La silhouette imposante de François Beaumont se découpa dans l'encadrement de la porte. À 55 ans, le propriétaire de Château-Noir était un homme austère, dont le visage anguleux semblait n'avoir jamais connu le sourire depuis que la tragédie avait frappé sa famille 10 ans plus tôt. « Toujours rien ?» demanda-t-il sèchement, son regard glacial évaluant la situation. « Non, monsieur », répondit Élise, essayant de masquer la peur dans sa voix. « Le poulain ne se présente pas correctement. Céline S. épuise. » Beaumont fronça les sourcils, son regard calculateur évaluant rapidement la valeur de ce qui pouvait être sauvé. Cette jument vaut une fortune. Si nous perdons ce poulain... Il ne termina pas sa phrase, mais Élise connaissait suffisamment son employeur pour comprendre la menace implicite. Pour Beaumont, les chevaux n'étaient que des investissements, des chiffres dans un registre. Il ne voyait pas la douceur dans les yeux de Céline quand Élise lui apportait une pomme, ni comment la jument hennissait doucement chaque matin pour la saluer. « Je fais tout ce que je peux, monsieur », dit-elle, la gorge serrée. Le vent hurlait dehors, faisant grincer les poutres centenaires de l'écurie. La tempête s'intensifiait, tout comme la souffrance de Céline. Élise se rappela une technique qu'elle avait observée une fois chez les gitans qui passaient parfois par le village de Saint-Étienne. Avec précaution, elle commença à masser le ventre de la jument, murmurant des paroles d'encouragement. « Qu'est-ce que tu fais » aboya Beaumont, méfiant. « J'essaie de l'aider, monsieur. »« J'ai vu faire ça. Par ces voleurs de chevaux » coupa-t-il avec mépris. « Écarte-toi, tu vas aggraver les choses. » Élise obéit à contre-cœur, reculant dans l'ombre. Ses yeux brûlaient de larmes contenues. Depuis que l'incendie avait ravagé sa maison et emporté ses parents 3 ans plus tôt, Céline était devenue sa seule amie véritable. La jument l'avait acceptée immédiatement, comme si elle avait senti la douleur qui habitait le cœur de la jeune orpheline. Un éclair illumina brièvement l'écurie, suivi d'un coup de tonnerre assourdissant. Céline hennit de douleur, et Élise sentit son cœur se briser. Elle ne pouvait pas rester là sans rien faire. « Monsieur, s'il vous plaît » plaida-t-elle. « Laissez-moi essayer. » Quelque chose dans sa voix, peut-être la même détermination qu'il avait autrefois admirée chez sa propre fille, sembla atteindre Beaumont. Il fit un geste résigné de la main. « Fais ce que tu veux, mais si elle meurt, tu en seras responsable. » Élise s'agenouilla à nouveau près de Céline, ignorant la paille humide qui trempait sa robe usée. «
Avec des gestes précis, elle recommença le massage, sentant sous ses doigts les muscles tendus de l'animal. « Courage, Céline », chuchota-t-elle. « Tu peux le faire. Je suis là. » Un bruit de moteur annonça enfin l'arrivée du docteur Laurent. Le vétérinaire entra précipitamment, trempé jusqu'aux os, sa sacoche en cuir serrée contre sa poitrine. « Cette maudite route est presque impraticable », grommela-t-il en retirant son manteau. « Mais voyons voir notre patiente. » Après un examen rapide, le visage du vétérinaire s'assombrit. « La situation est critique, monsieur Beaumont. Le poulain est mal positionné et la jument s'affaiblit rapidement. « Pouvez-vous les sauver ?» demanda Beaumont, les yeux rivés sur la jument qui représentait un investissement considérable. « Je vais essayer, » répondit le docteur Laurent, retroussant ses manches. « Mais je dois être honnête, les chances sont minces. Le poulain est peut-être déjà de... Faites ce que vous pouvez pour la jument, » interrompit Beaumont froidement. « C'est elle qui a de la valeur. » Ces mots glacèrent Élise jusqu'aux os. Elle écarta pour laisser travailler le vétérinaire, mais resta proche de la tête de Céline, lui murmurant des mots de réconfort, essuyant l'écume qui maculait ses naseaux. Les minutes étirèrent en heures. La tempête se calma progressivement, mais pas le tumulte dans l'écurie. Malgré tous les efforts du docteur Laurent, l'état de Céline empirait. Au petit matin, épuisé et défait, le vétérinaire se tourna vers Beaumont. « Je suis désolé, » dit-il en secouant la tête. « J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais le poulain est mort-né et l'état de la jument est critique. Elle souffre énormément et a perdu trop de sang. Je recommande de mettre fin à ses souffrances. » Le monde d'Élise écroula. Elle s'agrippa à l'encolure de Céline, enfouissant son visage dans sa crinière, ses larmes se mêlant à la sueur de l'animal. « Non !» écria Élise, son cri résonnant contre les murs de pierre de l'écurie. « S'il vous plaît, pas encore !» Beaumont la regarda avec une irritation à peine dissimulée. « Contrôle-toi, fille. »« Ce n'est qu'un animal. Mais monsieur, plaida-t-elle, peut-être que si nous attendons un peu... » « Combien cela va-t-il me coûter, docteur ?» interrompit Beaumont, ignorant délibérément la jeune fille. Le docteur Laurent hésita, mal à l'aise face à la froideur de l'homme. Les soins intensifs, les médicaments, sans garantie de succès, plusieurs milliers d'euros au minimum. Beaumont fit claquer sa langue contre son palais. Et pour une jument qui ne pourra probablement plus jamais se reproduire. Il secoua la tête. « Non, c'est une perte sèche. Faites ce qu'il faut. »« Monsieur Beaumont, je vous en supplie, » tenta une dernière fois Élise, les joues striées de larmes. « Ça suffit. » La voix de Beaumont claqua comme un fouet. « Tu es payé pour t'occuper des chevaux, pas pour te comporter comme une enfant. Si tu ne peux pas le supporter, tu peux partir avec tes affaires avant midi. » Ces mots glacèrent Élise. Partir? Où irait-elle? Depuis l'incendie qui avait ravagé la maison familiale et emporté ses parents, Château-Noir était son seul refuge. Malgré la dureté de Beaumont, malgré les conditions difficiles, C était devenu son foyer. « Je reste, monsieur » murmura-t-elle, baissant les yeux. « Bien. » « Alors écarte-toi et laisse le docteur faire son travail. » Beaumont se tourna vers le vétérinaire avec un signe de tête autoritaire. « Faites-le maintenant. Je ne veux pas être en retard pour la vente aux enchères de Bordeaux. » Le docteur Laurent sortit une seringue de sa sacoche, le visage grave. Élise détourna le regard, incapable de supporter la scène. Elle entendit les murmures du vétérinaire, des mots doux pour accompagner Céline dans ses derniers moments, puis le hennissement faible de la jument, suivi d'un silence pesant. « C'est terminé », annonça le docteur Laurent après quelques instants. « Je suis vraiment désolé. »« Quand pourrez-vous faire l'autopsie du poulain ?» demanda Beaumont, déjà passé aux considérations pratiques. « Je veux savoir si C était un défaut génétique ou si l'étalon est responsable. Je peux l'emmener maintenant, si vous voulez. Faites donc, envoyez-moi la facture et le rapport. »
Beaumont consulta sa montre. « Je dois partir. Élise, nettoie tout ça et prépare le box pour le nouveau lot qui arrive demain. » Sans un regard pour la jument morte ou pour la jeune fille effondrée, Beaumont quitta l'écurie, ses bottes crissant sur la paille. Le docteur. Laurent posa une main compatissante sur l'épaule d'Élise. « Je suis navré, petite, je sais que tu l'aimais. » Élise hocha la tête, incapable de parler. « Je dois y aller aussi, » continua-t-il doucement. « J'ai d'autres visites à faire, je reviendrai plus tard pour eux. » Élise resta seule dans l'écurie, le cœur brisé, contemplant le corps immobile de Céline. La jument semblait paisible maintenant, libérée de sa souffrance. À côté d'elle, partiellement recouvert de paille, gisait le petit corps du poulain que le vétérinaire n'avait pas encore emporté. « Je suis désolé, » murmura Élise, en caressant une dernière fois l'encolure de Céline. « Tu méritais tellement mieux. » Elle s'agenouilla près du poulain, voulant lui dire adieu aussi. « C était un mâle, » remarqua-t-elle, avec une tache blanche en forme d'étoile sur le front, comme sa mère. Sa robe aurait été d'un beau bai, comme celle de étalon. Quelle tristesse qu'il n'ait jamais eu la chance de vivre. Par réflexe professionnel, Élise commença à nettoyer le petit corps, enlevant les membranes et le sang séché qui le recouvrait. Ses gestes étaient tendres, comme si elle préparait le poulain pour son dernier voyage. C'est alors qu'elle le sentit sous ses doigts, si faible qu'elle crut d'abord l'avoir imaginé. Un frémissement. Le cœur battant soudain à tout rompre, Élise se pencha plus près, observant attentivement. Là, le flanc du poulain se soulevait imperceptiblement. Il respirait. « Mon Dieu !» souffla-t-elle, n'osant y croire. Avec des gestes frénétiques mais précis, elle dégagea complètement les naseaux du poulain et commença à le frictionner vigoureusement pour stimuler sa circulation. Son esprit tournait à toute vitesse. Le docteur. Laurent et M. Beaumont avaient déclaré le poulain mort-né, mais dans la confusion et l'urgence de sauver Céline, personne n'avait vérifié attentivement. « Allez, petit miracle !» murmura-t-elle, frottant sans relâche le corps frêle. « Accroche-toi !» Comme en réponse à sa prière, le poulain émit un son ténu, à peine audible, un souffle fragile qui ressemblait à un hennissement miniature. Élise sentit les larmes lui monter aux yeux, mais cette fois-ci, c'étaient des larmes de joie mêlées d'incrédulité. Le poulain était vivant, faible, certes, probablement en danger, mais vivant. Une pensée glaçante l'arrêta net. Que ferait Beaumont s'il découvrait que le poulain avait survécu? L'homme avait déjà décidé que le coût des soins était trop élevé, qu'il s'agissait d'une perte sèche. S'il apprenait la vérité, ordonnerait-il qu'on achève aussi le petit? Élise regarda autour d'elle, soudain consciente d'être seule avec un choix impossible. Révéler l'existence du poulain pourrait le condamner. Le cacher serait risquer son propre gagne-pain, peut-être même s'attirer des ennuis légaux. Mais en regardant la tache en forme d'étoile sur le front du petit rescapé, Élise sut qu'elle n'avait pas vraiment le choix. Ce poulain était tout ce qui restait de Céline. Il était un miracle, une seconde chance, une flamme vacillante dans l'obscurité. « Je vais te sauver », promit-elle en chuchotant, comme si les murs pouvaient l'entendre. Quoi qu'il m'en coûte. Au loin, le moteur de la voiture de Beaumont vrombit alors qu'il quittait la propriété. Élise avait jusqu'à son retour pour mettre son plan à exécution. Première étape, trouver du lait maternisé pour poulain. Le cœur battant, Élise prit rapidement une décision. L'ancienne remise au fond de l'écurie, utilisée pour stocker de la paille et du matériel cassé, ferait un abri parfait. Personne n'y allait jamais, pas même les autres palefreniers. Avec une délicatesse infinie, elle souleva le poulain tremblant. Il était si léger, si fragile entre ses bras. Ses pattes, ridiculement longues, pendaient mollement. « Tiens bon, petit ange !» murmura-t-elle en le transportant jusqu'à la remise. Elle improvisa un nid avec de la paille fraîche et y déposa le nouveau-né. Son esprit tournait à toute vitesse.
Un poulain orphelin avait besoin de lait toutes les 2 heures, jour et nuit. Sans colostrum, ce premier lait maternel essentiel, ses chances étaient minces. Et comment expliquer ces allers-retours constants à la remise sans éveiller les soupçons? Élise prit une profonde inspiration, se forçant à réfléchir méthodiquement comme sa mère le lui avait appris. Un problème à la fois, ma chérie, disait-elle toujours. Commence par le plus urgent. Le plus urgent, était nourrir le petit miracle. Élise se précipita vers la maison principale, priant pour que Madame Fournier, la cuisinière, soit de bonne humeur. La vieille femme à la langue acérée gouvernait la cuisine de Château-Noir, avec une autorité que même Beaumont n'osait contester. Madame Fournier, appela doucement Élise en entrant dans la cuisine chaude et parfumée. La cuisinière pétrissait une pâte à pain avec vigueur, ses bras puissants couverts de farine jusqu'au coude. « Qu'est-ce que tu veux, petite? J'ai pas le temps pour les bavardages. J'aurais besoin de lait, s'il vous plaît. » Beaucoup de lait. Les mains de Madame Fournier s'immobilisèrent. De lait? Pourquoi faire? Élise avait préparé son mensonge. C'est pour nettoyer le cuir des selles. Monsieur Lucien m'a dit que était le meilleur moyen de les assouplir après qu'elles aient pris l'humidité à cause de la tempête. Madame Fournier fronça les sourcils, suspicieuse. Depuis quand on gage du bon lait pour des selles? C'est une technique que ma mère m'avait apprise, improvisa Élise, le cœur battant. Elle travaillait pour un maroquinier à Saint-Étienne. Elle, évocation de la défunte mère d'Élise, adoucit le regard de la cuisinière. Tout le monde à Château-Noir connaissait l'histoire tragique de la jeune orpheline. « Prends la cruche dans le garde-manger », concéda-t-elle. « Mais ne vide pas tout, j'en ai besoin pour la crème du dîner. »« Merci, Madame Fournier. Vous êtes un ange. » De retour à la remise, Élise réchauffa le lait à la température adéquate en plaçant la bouteille improvisée, une vieille fiole à médicaments munie d'un gant en caoutchouc percé au bout, dans un seau d'eau tiède. Elle avait ajouté un peu de miel pour sucrer le mélange, espérant compenser l'absence de colostrum. Le poulain était trop faible pour tenir debout, mais quand Élise approcha la tétine de ses lèvres, il commença à téter faiblement. Chaque goutte avalée était une victoire. « C'est ça, mon brave » encouragea-t-elle. « Tu es un battant, comme ta maman. » La journée passa dans un tourbillon d'activités frénétiques. Entre ses tâches habituelles, nettoyer les box, nourrir les autres chevaux, préparer les rations, Élise se faufilait régulièrement jusqu'à la remise pour nourrir et surveiller son protégé. Chaque fois qu'elle s'absentait, elle vivait dans la terreur qu'un autre employé ne découvre son secret. Au crépuscule, épuisée mais déterminée, Élise fit face à un nouveau défi. Elle ne pouvait pas rentrer dormir dans la petite chambre qu'elle partageait avec 2 autres domestiques. Le poulain avait besoin d'être nourri toute la nuit. « Je vais dormir dans l'écurie », annonça-t-elle à Marcel, le vieux palefrenier qui supervisait les écuries. Céline est partie, mais j'aimerais veiller un peu pour lui dire adieu. Marcel, qui travaillait à Château-Noir depuis plus longtemps que Beaumont n'en était propriétaire, hocha la tête avec compréhension. « Tu l'aimais bien, cette jument. Je dirai à Madame Fournier de te garder une assiette chaude. » Ainsi commença la double vie d'Élise. Le jour, elle accomplissait ses tâches avec l'efficacité qu'on attendait d'elle. La nuit, dans le secret de la remise éclairée par une unique lanterne, elle devenait la mère d'un poulain orphelin qui s'accrochait à la vie avec une détermination touchante. Au 3e jour, le petit miracle, qu'elle avait nommé Étoile en raison de la marque sur son front, tenait sur ses pattes. Vacillant comme un nouveau-né ivre, il fit ses premiers pas sous le regard émerveillé d'Élise. « Regarde-toi » murmura-t-elle, les yeux brillants de larmes de joie. « Tu es magnifique. » La nuit suivante apporta la première véritable frayeur. Étoile refusa soudain de s'alimenter et commença à trembler violemment. Sa respiration devint laborieuse et une terreur glacée s'empara d'Élise.
Elle ne pouvait pas appeler le vétérinaire sans révéler son secret, mais sans aide, le poulain mourrait. Le seul livre vétérinaire disponible était dans le bureau de Beaumont. Le cœur battant, Élise se faufila dans la maison endormie et pénétra dans l'antre du maître, un acte qui, s'il était découvert, lui vaudrait un renvoi immédiat. À la lueur tremblante d'une bougie, elle feuilleta frénétiquement le lourd manuel jusqu'à identifier le problème, une congestion pulmonaire, probablement due à l'ingestion de lait dans les voies respiratoires. Le traitement recommandé impliquait des antibiotiques qu'elle n'avait pas, mais l'armoire à pharmacie de L. Écurie contenait de l'alcool à friction et des herbes médicinales. Avec des gestes précis, guidés par les souvenirs des remèdes de sa grand-mère, Élise prépara une mixture qu'elle fit inhaler à Étoile en créant une vapeur médicamenteuse. L'aube la trouva endormie contre le flanc d'Étoile, qui respirait désormais paisiblement. Ils avaient survécu à leur première crise. Les jours devinrent des semaines, et Étoile gagnait en force à vue d'œil. Son pelage, d'abord terne et collant, brillait désormais d'un éclat soyeux sous les soins constants de Élise. Ses jambes, autrefois si fragiles, le portaient maintenant avec une assurance grandissante dans l'espace confiné de la remise. Chaque moment passé avec le poulain était pour Élise un baume sur les blessures de son passé. Depuis l'incendie qui avait emporté ses parents, elle avait rarement connu la joie pure qu'elle ressentait en voyant Étoile S ébrouer joyeusement à son approche ou presser son museau velouté contre sa joue. Mais cette joie s'accompagnait d'une angoisse constante. Combien de temps pourrait-elle garder le secret? La remise devenait trop petite pour un poulain de plus en plus actif, et les rations de lait qu'elle détournait de la cuisine suscitaient des questions. « Tu vas faire tourner tout le lait de la région ?» avait grommelé Madame Fournier la veille. « Des seiles doivent être plus douces que les fesses d'un bébé maintenant. » Un matin de juin, alors que Élise apportait la ration matinale à Étoile, elle fut glacée d'effroi en trouvant la porte de la remise entr'ouverte. Son cœur manqua un battement quand elle vit Marcel, le vieux palefrenier, figé au milieu de la pièce, contemplant Étoile avec une expression abasourdie. Marcel. Le nom S échappa de ses lèvres comme un cri d'alarme. Le vieil homme se tourna lentement vers elle, ses yeux passant de Élise au poulain qui hennissait doucement dans son coin. « Sainte Mère de Dieu !» murmura-t-il. « C'est le petit de Céline. » Élise s'avança, tremblante. « Je peux t'expliquer ? J'y étais venu chercher cette vieille bride que j'avais rangée ici, » dit Marcel, sa voix rauque d'émotion. « Et je trouve... un fantôme, pas un fantôme. » répondit Élise, posant instinctivement une main protectrice sur l'encolure d'Étoile. Un miracle, il était vivant, Marcel, tout juste, mais vivant. Je ne pouvais pas le laisser mourir. Un silence lourd s'installa entre eux. Élise pouvait presque entendre les rouages tourner dans l'esprit du vieil homme, si Marcel révélait son secret à Beaumont. « Tu sais ce que le patron fera s'il l'apprend ?» dit enfin Marcel, confirmant ses craintes. Élise acquiesça, la gorge nouée. « Je sais, mais je ne pouvais pas faire autrement. » Marcel s'approcha lentement d'Étoile, qui le regardait avec curiosité. Avec des gestes experts, il examina les jambes du poulain, ses yeux, sa posture. « Il est en bonne santé », constata-t-il avec une pointe d'admiration. « Tu as fait du bon travail, petite. Tu ne diras rien ?» osa demander Élise, l'espoir vibrant dans sa voix. Marcel la regarda longuement, puis un sourire rare fendit son visage buriné. « J'ai vu trop de bêtes mourir par pur caprice des hommes. Celui-ci mérite sa chance. » Il caressa doucement le museau des Étoiles. « Mais cette remise ne convient plus. Il a besoin d'espace, de lumière, d'exercice. »« Je sais, » admit Élise. « Mais où ?» Beaumont connaît chaque recoin des écuries. « Pas tous, » répliqua Marcel avec un clin d'œil mystérieux. « Suis-moi ce soir, après le dîner. »
Cette nuit-là, sous un croissant de lune voilé par les nuages, Marcel conduisit Élise et Étoile à travers les bois qui bordaient la propriété. Le poulain, nerveux mais obéissant, suivait Élise comme son ombre. Après 20 minutes de marche, ils arrivèrent devant une vieille grange à moitié dissimulée par la végétation. L'ancien propriétaire l'utilisait pour le foin, expliqua Marcel en ouvrant la porte grinçante. Beaumont ne sait même pas qu'elle existe, trop occupé par ses registres pour explorer ses propres terres. L'intérieur était spacieux, avec un toit solide et un sol couvert de vieilles pailles. Une petite source coulait à proximité, et un pré adjacent offrirait à Étoile l'exercice dont il avait besoin. « C'est parfait !» souffla Élise, émue par la générosité inattendue du vieil homme. « J'apporterai du foin frais demain, » promit Marcel. « Et je t'aiderai à établir une routine pour ne pas éveiller les soupçons. » Ainsi commença la nouvelle phase de leur conspiration. Avec l'aide discrète de Marcel, Élise put offrir à Étoile un environnement bien plus adapté à sa croissance. Le poulain S épanouissait, développant une musculature impressionnante et une élégance naturelle qui trahissait son noble lignage. Un soir, alors que Élise brossait le pelage d'Étoile dans la douce lumière du crépuscule, Marcel l'observait, pensif. « Il a le port de tête de son père », remarqua-t-il, et la délicatesse des jambes de Céline. « Ce sera un cheval magnifique. Et puis, demanda Élise, exprimant la question qui la hantait, que deviendra-t-il? Nous ne pourrons pas le cacher éternellement. » Marcel resta silencieux un long moment. « Il y a une foire à Saint-Martial dans 2 mois. Des acheteurs de toute la France y viennent. Si nous pouvions l'y emmener, peut-être le vendre. » L'idée déchira le cœur d'Élise. « Je ne peux pas, Marcel. Je ne peux pas le perdre aussi. Je comprends, petite, mais réfléchis-y. Ici, sa vie sera toujours en danger. Ailleurs, avec quelqu'un qui l'apprécierait pour ce qu'il est, » Les paroles de Marcel, bien que douloureuses, contenaient une vérité qu'Élise ne pouvait ignorer. Étoile méritait mieux qu'une existence dans l'ombre, toujours à la merci d'une découverte qui pourrait lui être fatale. Cette nuit-là, en retournant vers Château-Noir, Élise fut surprise de voir des lumières inhabituelles et d'entendre des voix provenant des écuries principales. Avec un pressentiment inquiétant, elle s'approcha silencieusement. Par la fenêtre, elle aperçut Beaumont en grande conversation avec 2 hommes en costume. L'un d'eux tenait un dossier ouvert. Déduisant les pertes, notamment celles de la jument Céline et son poulain, disait l'homme en ajustant ses lunettes, et l'évaluation finale pour l'assurance S élève à... Élise n'entendit pas le montant, mais le sourire satisfait de Beaumont lui glaça le sang. L'assurance. Bien sûr, la mort de Céline et de son poulain représentait une somme considérable. Si Beaumont découvrait maintenant que Étoile était vivant, nous aurons besoin des rapports vétérinaires, bien entendu, continuait l'homme, et peut-être une inspection de routine, simple formalité. Quand? La voix de Beaumont trahissait une légère tension. Dans les prochains jours, notre expert passera. Élise S. éloigna précipitamment, le cœur battant à tout rompre. Les enjeux venaient de changer dramatiquement. Il ne s'agissait plus simplement de sauver un poulain orphelin. Il s'agissait désormais de fraude à l'assurance, un crime qui pourrait coûter bien plus que son emploi à Château-Noir. Élise courut jusqu'à la petite maison de Marcel, située à l'orée du domaine. Sans même frapper, elle fit irruption dans la modeste demeure, haletante et paniquée. Marcel, l'assurance. « Ils vont venir inspecter !» Le vieil homme, qui préparait tranquillement son repas du soir, se figea, une louche à la main. « Calme-toi, petite. Respire et explique-moi tout. » Les mots se bousculèrent dans la bouche de Élise, tandis qu'elle relatait ce qu'elle venait d'entendre. À mesure qu'elle parlait, le visage de Marcel s'assombrissait. « C'est grave, admit-il finalement. Si l'expert découvre la supercherie,
Ce n'est pas seulement Beaumont qui aura des ennuis. Nous pourrions être considérés comme complices. Que devons-nous faire? La voix d'Élise tremblait. Je ne peux pas laisser quiconque faire du mal à Étoile. Marcel passa une main rugueuse sur son visage fatigué. Pour l'instant, rien ne change. L'expert voudra voir où Céline est morte et vérifier les documents du vétérinaire. Il n'a aucune raison de chercher un poulain vivant. Et si le docteur Laurent parle du poulain mort-né, il l'a déclaré mort, comme nous tous. C'est ce qui figure dans son rapport. Marcel réfléchit un instant. Mais par précaution, nous devrions déplacer Étoile encore plus loin pour quelques jours. Ils élaborèrent un plan simple. Marcel connaissait une clairière isolée, encore plus profonde dans les bois, où Étoile pourrait rester temporairement. Élise passerait la nuit dans la grange pour habituer le poulain à son absence, puis il le déplacerait à l'aube. L'attente fut insupportable. Allongée sur la paille fraîche, Élise écoutait les bruits nocturnes de la forêt, sursautant au moindre craquement. Étoile, sentant son anxiété, restait inhabituellement proche, posant parfois son museau contre sa joue, comme pour la rassurer. « Tout ira bien », murmura-t-elle, autant pour elle-même que pour lui. « Ah, nous te protégerons !» Au petit matin, ils conduisirent Étoile jusqu'à la clairière. Le poulain, maintenant âgé de presque 2 mois, suivait docilement, s'arrêtant occasionnellement pour brouter une touffe d'herbe sauvage. « Il comprend », dit Marcel avec émerveillement. « Regarde comme il est calme, comme s'il savait qu'il doit être silencieux. » Élise hocha la tête, la gorge serrée par émotion. Le lien qu'elle avait développé avec Étoile dépassait tout ce qu'elle avait connu. Dans ses yeux intelligents, elle voyait une reconnaissance, une confiance absolue qui la bouleversait. Après avoir installé un abri rudimentaire et laissé suffisamment d'eau et de foin, ils durent repartir. C'était la première fois qu'Élise laissait Étoile vraiment seule, et la séparation lui déchirait le cœur. « Je reviendrai ce soir », promit-elle, en embrassant son front étoilé. « Sois sage et reste caché. » Comme s'il comprenait l'importance de ces paroles, Étoile hennit doucement et resta immobile, les regardant éloignés, sans tenter de les suivre. De retour à Château-Noir, une surprise désagréable les attendait. L'expert de l'assurance était déjà arrivé. Un homme à l'allure sévère nommé Monsieur Dufresne, accompagné du docteur. Laurent, visiblement mal à l'aise. « Ah, Marcel !» lança Beaumont en les apercevant. « Et la petite Élise, Monsieur Dufresne souhaite inspecter l'écurie où l'incident s'est produit. » Le regard que Beaumont leur lança contenait un avertissement clair. Pas un mot qui puisse compromettre sa réclamation d'assurance. Élise sentit ses jambes trembler tandis qu'il conduisait le groupe vers le box où Céline avait rendu son dernier souffle. Heureusement, tout avait été nettoyé depuis longtemps, ne laissant aucune trace du drame qui s'y était joué. « C'est ici que la jument est morte en mettant bas », expliqua Beaumont d'un ton détaché. « Une perte considérable. Elle portait le poulain de mon étalon Tempête, un champion de race. Et le poulain ?» demanda Dufresne, consultant ses notes. « Mort-né, c'est bien cela. »« Exactement », confirma le docteur Laurent. « J'ai pratiqué l'autopsie le jour même, malformation cardiaque congénitale. Il n'aurait pas survécu même dans des circonstances idéales. » Élise évita soigneusement de croiser le regard du vétérinaire. Avait-il vraiment pratiqué une autopsie? Sur quel poulain? La confusion et l'inquiétude menaçaient de la submerger. « Et qu'avez-vous fait des restes ?» poursuivit Dufresne. « La jument a été transportée à l'équarrissage », répondit Beaumont. Quant au poulain, le docteur l'a emporté pour des analyses complémentaires. N'est-ce pas, docteur? Le docteur Laurent hocha la tête, le visage indéchiffrable. Les résultats sont dans mon rapport. L'inspection continua, interminable. Dufresne examina chaque recoin, posa des questions sur la valeur de Céline, sur ses performances passées, sur ses origines.
Beaumont répondait avec une assurance calculée, présentant la jument comme un investissement exceptionnel dont la perte méritait une compensation substantielle. Finalement, après ce qui sembla une éternité, Dufresne referma son carnet. Tout semble en ordre, Monsieur Beaumont. Je dois encore consulter quelques documents avec votre vétérinaire, mais je ne prévois pas de complications. Alors qu'il se dirigeait vers le bureau de Beaumont, le docteur Laurent s'attarda un moment, laissant les autres prendre de l'avance. Quand il fut certain de ne pas être entendu, il se pencha vers Élise. « Je sais ce que tu as fait », murmura-t-il, son regard perçant. « Le soir où je suis revenu chercher le corps du poulain, il avait disparu. J'ai d'abord pensé que Beaumont l'avait fait enlever, mais ensuite j'ai remarqué tes empreintes dans la paille fraîche. » Élise sentit son sang se glacer. « Docteur, je n'ai jamais fait d'autopsie, » continua-t-il à voix basse. « J'ai simplement rédigé un rapport, comme Beaumont me l'a demandé. Mais je me suis toujours demandé... » Leurs regards se croisèrent. Et dans les yeux du vétérinaire, Élise ne vit pas de la colère ou du jugement, mais une étincelle de curiosité et peut-être même d'espoir. « Est-ce qu'il a survécu ?» demanda-t-il, si doucement qu'Élise faillit ne pas l'entendre. Le moment de vérité était arrivé. Mentir au docteur Laurent pourrait protéger Étoile, mais quelque chose dans son regard poussa Élise à prendre un risque. « Oui, » admit-elle dans un souffle, « il est vivant. » Le docteur Laurent resta immobile un instant, le temps que l'information fasse son chemin dans son esprit. Puis, contre toute attente, un sourire illumina son visage fatigué. « J'en étais sûr, » murmura-t-il. « J'ai examiné ce poulain trop rapidement cette nuit-là. Avec Céline qui souffrait tant, j'y étais distrait. »« Vous n'allez pas le dire à Monsieur Beaumont ?» demanda Élise, tendue comme un arc. « Pour qu'il l'achève au nom du profit ?» Le vétérinaire secoua la tête. « J'ai prêté serment de protéger les animaux, pas les portefeuilles des hommes. » Élise sentit un poids immense se soulever de ses épaules. « Il s'appelle Étoile, » confia-t-elle. « Il a une marque blanche sur le front, comme Céline. J'aimerais le voir, » dit le docteur Laurent, pour m'assurer qu'il est en bonne santé, et aussi, il hésita, pour me racheter de l'avoir abandonné trop vite. Ils convinrent d'un rendez-vous discret le lendemain soir. Laurent prétexterait une visite de routine pour les autres chevaux de l'écurie, puis Élise le conduirait secrètement jusqu'à Étoile. « Élise !» La voix autoritaire de Beaumont les fit sursauter. « Qu'est-ce que tu fabriques? J'ai des invités qui attendent leur monture pour la promenade. »« J'arrive tout de suite, monsieur, » répondit-elle, échangeant un dernier regard entendu avec le vétérinaire avant de se précipiter vers les écuries principales. La journée S écoula avec une lenteur exaspérante. Élise accomplissait ses tâches mécaniquement, son esprit constamment tourné vers Étoile, seule dans la clairière. À plusieurs reprises, elle surprit le regard de Beaumont posé sur elle, étrangement inquisiteur, comme s'il essayait de percer un mystère. « La petite est distraite ces temps-ci », l'entendit-elle dire à Marcel. « Tu sais ce qui la préoccupe? Le chagrin, sans doute, » répondit le vieux palefrenier avec une indifférence feinte. Elle était très attachée à Céline. Beaumont ne semblait pas convaincu. « Assure-toi qu'elle reste concentrée sur son travail. Je n'ai pas de place pour les rêveurs dans mon écurie. » Dès que la nuit tomba, Élise S. éclipsa vers la forêt, un sac de provisions dissimulé sous sa cape. Le cœur battant, elle parcourut le sentier familier jusqu'à la clairière. À son grand soulagement, Étoile l'accueillit par un hennissement joyeux, visiblement en parfaite santé après sa journée de solitude. « Tu m'as manqué », chuchota-t-elle en le serrant contre elle. « J'ai eu tellement peur pour toi. » Elle venait de terminer de le nourrir quand un craquement de branches la fit se figer. Instinctivement, elle se plaça devant Étoile, prête à le défendre. « C'est moi !» annonça la voix du docteur Laurent. « Je suis seule !»
Le vétérinaire émergea de l'obscurité, une sacoche médicale à la main. À la vue de Étoile, il s'arrêta net, stupéfait. « Mon Dieu !» souffla-t-il. « C'est miraculeux !» Étoile, curieux mais méfiant, observait le nouveau venu avec prudence. « Il est magnifique !» continua Laurent en s'approchant lentement. « Mais en pleine forme, à ce que je vois, avec l'autorisation silencieuse de Élise, il commença à examiner le poulain, palpant ses articulations, écoutant son cœur, vérifiant ses dents. Étoile se laissa faire avec une patience surprenante, comme s'il comprenait l'importance de cet examen. « C'est incroyable », conclut finalement le vétérinaire. « Non seulement il a survécu sans sa mère, mais il est parfaitement développé. Pas de malformation cardiaque, contrairement à ce que j'ai écrit dans mon rapport. Alors, il va bien ?» demanda anxieusement Élise. « Mieux que bien. C'est un spécimen exceptionnel. » Laurent caressa pensivement l'encolure d'Étoile. Il a le potentiel de devenir un champion. Avec son patrimoine génétique, c'est pour ça que Beaumont serait furieux de savoir qu'il est vivant. La valeur de ce poulain dépasse largement l'indemnité d'assurance. Cette révélation frappa Élise de plein fouet. Elle n'avait jamais vraiment réfléchi à la valeur marchande des étoiles, seulement à sa valeur sentimentale. « Que dois-je faire, docteur ?» murmura-t-elle. « Je ne peux pas le garder caché dans les bois pour toujours. » Laurent réfléchit un moment, rangeant soigneusement ses instruments. « J'ai un ami qui possède un haras près de Limoges. Un homme bon, qui aime ses chevaux pour ce qu'ils sont, pas seulement pour ce qu'ils rapportent. » Il hésita. « Je pourrais lui parler, voir s'il accepterait de prendre Étoile, de lui donner une vraie chance. » Élise sentit son cœur se serrer à l'idée de la séparation. Mais elle savait que C était probablement la meilleure solution. Il prendrait soin de lui, comme de la prunelle de ses yeux, assura Laurent. « Et tu pourrais lui rendre visite, si tu le souhaites. » Un bruit soudain interrompit leur conversation. Des aboiements de chiens, suivis de voix humaines et de lueurs de lanternes qui dansaient entre les arbres. « Ils viennent par ici !» chuchota Laurent, alarmé. « Les chiens de Beaumont !» confirma Élise, terrorisée. « Ils chassent parfois le sanglier la nuit. Ils vont nous trouver !» dit le vétérinaire. Dans et trouver Étoile. Élise prit une décision instantanée. « Partez avec lui. Maintenant, emmenez-le chez votre ami. »« Quoi ? Mais je n'ai pas de remorque, pas de équipement. »« Il vous suivra. Il est habitué à marcher longtemps. » Élise détacha rapidement sa cape et la tendit à Laurent. « Couvrez-le avec ça pour cacher sa marque blanche. » « Allez vers l'est. Il y a une route forestière à 2 kilomètres. »« Et toi ?» demanda Laurent, déjà en train d'envelopper Étoile qui s'agitait, sentant la tension. « Je vais les distraire, les éloigner d'ici. » Élise embrassa une dernière fois le front d'Étoile. « Va avec lui, mon brave. C'est pour ton bien. » Comme s'il comprenait la gravité de la situation, Étoile frotta doucement sa tête contre la joue de Élise, puis suivit docilement le docteur. Laurent qui s'enfonçait dans l'obscurité de la forêt, dans la direction opposée aux chasseurs. Élise attendit qu'ils aient disparu, puis courut délibérément vers les lumières, faisant craquer des branches sous ses pas. Quand elle fut suffisamment proche, elle trébucha intentionnellement, poussant un cri qui résonna dans la nuit. Les chiens aboyèrent de plus belle, et bientôt, elle se retrouva entourée de chasseurs. Beaumont en tête, son fusil sous le bras. « Élise !» Il semblait stupéfait. « Que diable fais-tu dans les bois à cette heure ?»« J'ai cru voir un braconnier, monsieur, » improvisa-t-elle. « Près de la limite et j'ai voulu vérifier. » Beaumont la dévisagea sceptique. « Toute seule ?»« En pleine nuit ? J'ai été imprudente, » admit-elle, baissant les yeux pour cacher sa peur. « Je suis désolée. »« Plus que imprudente, stupide et irresponsable. » Beaumont fit signe à l'un des hommes. « Raccompagne-la au domaine et assure-toi qu'elle y reste cette fois. »
Tandis qu'on l'escortait vers Château-Noir, Élise jeta un dernier regard par-dessus son épaule, vers l'endroit où Étoile et Laurent avaient disparu. Une prière silencieuse s'échappa de ses lèvres. « Sois en sécurité, mon petit miracle ». Les jours qui suivirent furent parmi les plus difficiles que Élise ait jamais connus. Chaque matin, elle se réveillait avec un vide immense, une douleur sourde au creux de la poitrine. Ses mains cherchaient instinctivement le contact familier du pelage des étoiles. Ses oreilles tendues espéraient percevoir son hennissement joyeux. Mais il n'y avait que le silence et l'absence. Marcel, voyant sa détresse, tentait maladroitement de la réconforter. « Tu as fait ce qu'il fallait, petite. Il sera mieux là-bas, loin de Beaumont. »« Je sais, » répondait-elle invariablement, ravalant ses larmes, « mais il me manque tellement. » Pour ajouter à son tourment, Beaumont semblait l'observer avec une attention accrue. Ces questions, apparemment anodines, cachaient une suspicion grandissante. « Cette nuit dans les bois, » lui demanda-t-il un matin alors qu'elle nettoyait un box, « qui faisais-tu vraiment ?»« Je vous l'ai dit, monsieur. J'ai cru voir un intrus. Et le docteur Laurent. Il était censé vérifier les vaccins de mes chevaux, mais Lucien dit qu'il est parti précipitamment. » Élise se figea, la fourche à fumier suspendue en l'air. « Je ne sais pas, monsieur. Peut-être une urgence chez un autre client. » Beaumont la fixa intensément, comme s'il tentait de lire la vérité sur son visage. « Peut-être, » concéda-t-il finalement. « Ou peut-être que vous me cachez quelque chose, tous les deux. » Cette conversation avait eu lieu 3 jours après la fuite des étoiles, et depuis, Élise vivait dans la crainte constante d'être découverte. Chaque regard de Beaumont, chaque question inattendue la faisait sursauter. Une semaine passa sans nouvelles du docteur Laurent. Avait-il réussi à emmener Étoile en sécurité? Le poulain avait-il supporté le voyage? Ces questions la tourmentaient jour et nuit. « Tu vas te rendre malade à force de t'inquiéter », la gronda gentiment Madame Fournier en lui servant une soupe qu'elle ne toucherait probablement pas. « Ce n'est pas normal pour une jeune fille de ton âge de être aussi morose. » Le 8e jour, alors qu'Élise revenait des écuries, épuisée après une longue journée de travail, Marcel l'intercepta discrètement. « Il y a une lettre pour toi, » murmura-t-il en glissant une enveloppe dans sa poche. « Je l'ai trouvée ce matin dans la boîte aux lettres du domaine. » Le cœur battant, Élise attendit d'être seule dans sa petite chambre pour ouvrir l'enveloppe. À l'intérieur, une brève note écrite d'une main élégante. « Il est arrivé sain et sauf. Mon ami Pierre l'a accueilli dans son haras des Bruyères, près de Limoges. Elle, Étoile, brille plus fort que jamais. Venez quand vous pourrez. Elle. » Un sanglot de soulagement lui échappa. Étoile était vivant en sécurité. Elle serra la lettre contre son cœur, laissant enfin couler les larmes qu'elle avait retenues toute la semaine. Le haras des Bruyères, Limoges. C était à plus de 100 kilomètres. Comment pourrait-elle s'y rendre? Elle n'avait presque pas d'économie et Beaumont accordait rarement des jours de congé. Pourtant, malgré ces obstacles, un plan commençait à se former dans son esprit. La grande foire agricole de Saint-Martial aurait lieu dans 2 semaines. Beaumont y emmenait toujours quelques chevaux pour les exposer, et il avait besoin de palefreniers pour s'en occuper. Si elle pouvait faire partie du voyage, le lendemain, à la première heure, elle se présenta au bureau de Beaumont. « Monsieur, j'aimerais me porter volontaire pour la foire de Saint-Martial. » Beaumont leva les yeux de ses registres, surpris. « Toi, tu n'as jamais voulu y aller avant. »« J'ai pensé que ce serait une bonne expérience, monsieur. Et Marcel dit que vous avez besoin de quelqu'un qui connaît bien Tempête. » Il peut être nerveux dans les foules. Beaumont, elle, étudia un moment, pensif. C'est vrai que Tempête te connaît, et ta distraction récente semble s'être dissipée. Oui, monsieur, je suis entièrement concentré sur mon travail maintenant. Très bien, décida-t-il. Tu viendras, mais je te préviens, ce n'est pas une promenade de plaisir. Tu seras responsable de Tempête et de 2 yearlings.
Lucien supervisera. Merci, monsieur, répondit Élise, s'efforçant de contenir son excitation. Vous ne le regretterez pas. Une fois sortie du bureau, elle laissa un sourire illuminer son visage pour la première fois depuis le départ de Étoile. Limoges-Naines était qu'à 30 km de Saint-Martial. Elle pourrait s'échapper pendant quelques heures, prendre un bus, voir Étoile. L'espoir, comme une petite flamme, réchauffait à nouveau son cœur. Les jours suivants passèrent dans une effervescence de préparatifs. Les chevaux sélectionnés pour la foire devaient être dans une forme impeccable, crinière tressée, sabots luisants, robe brillante. Élise travaillait avec une énergie renouvelée, gagnant même un hochement de tête approbateur de Beaumont lorsqu'il vint inspecter Tempête. La veille du départ, alors qu'elle préparait son maigre bagage, un coup discret fut frappé à sa porte. C était Marcel, l'air préoccupé. « J'ai quelque chose à te dire », chuchota-t-il en entrant. « J'ai surpris une conversation entre Beaumont et Dufresne, l'expert d'assurance. » Élise sentit un frisson d'appréhension. « Qu'ont-ils dit ?» Dufresne a des doutes. Apparemment, un autre poulain mort-né a miraculeusement survécu dans un haras près de Toulouse. L'assurance soupçonne une fraude systémique et va enquêter plus sérieusement. Ils soupçonnent Étoile ? Pas encore. Mais Beaumont est nerveux, et un homme nerveux est dangereux, petite. Sois prudente à Saint-Martial. Ne fais rien qui puisse éveiller ses soupçons. Le jour du départ arriva enfin. 3 chevaux furent chargés dans la grande remorque de Château-Noir. Tempête, l'étalon reproducteur à la robe noire comme la nuit, et 2 jeunes mâles prometteurs. Beaumont conduisait lui-même, avec Lucien, son palefrenier en chef, à ses côtés. Élise voyageait à l'arrière avec les chevaux, veillant à leur confort pendant le trajet. La foire de Saint-Martial était une explosion de couleurs, d'odeurs et de sons. Des stands étendaient à perte de vue, proposant tout, des outils agricoles aux produits régionaux. La section équine occupait un vaste espace au centre, avec un manège pour les démonstrations et des rangées de boxes temporaires pour les chevaux. Dès leur arrivée, Élise fut absorbée par ses tâches, installer les chevaux dans leurs boxes, les nourrir, les brosser une dernière fois avant les présentations. Beaumont rôdait nerveusement, vérifiant chaque détail, particulièrement anxieux à propos de Tempête qui concourait dans la catégorie des étalons reproducteurs. « N'oublie pas », rappela-t-il sèchement à Élise, « Tempête passe à 14 heures précises. Il doit être impeccable. »« Oui, monsieur », répondit-elle docilement, tout en calculant mentalement. Si elle se dépêchait après la présentation de Tempête, elle pourrait prendre le bus de 15h30 pour Limoges, passer 1 heure au haras des Bruyères et être de retour avant que son absence ne soit remarquée. C était risqué, mais la perspective de revoir Étoile valait tous les risques. À 14h exactement, Élise mena fièrement Tempête dans le manège. Elle, étalon, était magnifique, sa robe noire étincelant sous le soleil, sa démarche puissante et élégante. Les applaudissements du public confirmèrent ce qu'elle savait déjà. Tempête était exceptionnelle. Beaumont rayonnait quand ils revinrent, le ruban bleu du premier prix déjà attaché au licol de l'étalon. « Parfait », approuva-t-il. « Absolument parfait. Occupe-toi bien de lui maintenant. Je dois rencontrer quelques acheteurs potentiels. » C était sa chance. Dès que Beaumont s'éloigna, Élise confia Tempête à un jeune garçon de écurie contre une pièce, prétextant une urgence personnelle. Puis elle se précipita vers la station de bus, le cœur battant d'anticipation et d'anxiété. Ce qu'elle ne vit pas, était la silhouette familière qui la suivait discrètement, observant chacun de ses mouvements avec une curiosité calculatrice. Le trajet en bus jusqu'à Limoges parut interminable à Élise. Assise près de la fenêtre, elle regardait défiler les paysages du Limousin, ses doigts tapotant nerveusement sur son genou. Chaque minute la rapprochait d'Étoile, mais aussi du moment où son absence serait découverte. Une fois à Limoges, elle dut prendre un taxi jusqu'au haras des Bruyères.
sacrifiant presque toutes ses économies pour ce voyage impulsif. Mais quand le portail en bois ouvragé du domaine apparut enfin, toutes ses inquiétudes s'évanouirent, remplacées par une excitation fébrile. Le haras était magnifique, bien plus imposant que ce qu'elle avait imaginé. Des bâtiments en pierre dorée s'élevaient au milieu de vastes prairies verdoyantes où paissaient des chevaux de race. Des paddocks impeccablement entretenus bordaient une allée de tilleuls centenaires qui menait à la maison principale. « Puis-je vous aider, mademoiselle ?» demanda un homme d'une cinquantaine d'années qui s'approchait, vêtu d'une chemise à carreaux et d'un gilet sans manches. « Je cherche monsieur Pierre », répondit Élise, soudain intimidée par la splendeur des lieux. « Le docteur Laurent m'envoie. C'est à propos de Étoile. » Le visage de l'homme éclaira aussitôt. « Ah, vous devez être Élise. Laurent m'a beaucoup parlé de vous. » Il lui tendit une main calleuse. « Je suis Pierre Deville, le propriétaire. Venez, je vais vous conduire à votre protégé. » Ils traversèrent le domaine, Pierre expliquant avec fierté l'histoire de son haras, spécialisé dans l'élevage de pur sang pour les courses et le dressage de haut niveau. Élise, elle, écoutait d'une oreille distraite, son impatience grandissant à chaque pas. « Nous avons installé votre petit miracle ici, » dit finalement Pierre, en s'arrêtant devant un paddock isolé, à écart des écuries principales. Pour éviter les questions indiscrètes, vous comprenez ? Et là, sous un chêne majestueux, se tenait Étoile. Il semblait avoir grandi en seulement 2 semaines, sa silhouette déjà plus élancée, plus puissante. En apercevant Élise, il dressa les oreilles et hennit doucement, comme s'il la reconnaissait immédiatement. « Étoile !» s'écria Élise, incapable de contenir son émotion. Elle franchit la barrière et courut vers lui. Le poulain vint à sa rencontre, frottant sa tête contre son épaule, avec une affection qui fit monter des larmes aux yeux de la jeune fille. « Il ne s'est jamais comporté ainsi avec personne d'autre, » remarqua Pierre, visiblement impressionné. « Il est gentil mais réservé habituellement. Avec vous, c'est différent. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves ensemble, » murmura Élise, caressant l'encolure de Étoile, sentant sous ses doigts le pouls régulier, la vie vibrante qu'elle avait sauvée. « Laurent m'a raconté, acquiesça Pierre, c'est une histoire extraordinaire, et ce poulain est tout aussi extraordinaire. » Il s'appuya contre la barrière. « J'ai rarement vu un jeune cheval avec autant de potentiel. Sa conformation est presque parfaite et son mouvement, vous devriez le voir galoper. »« Il va bien alors ?» demanda Élise, scrutant chaque détail d'Étoile comme pour s'assurer qu'il était réel, qu'il était vraiment là, en sécurité. Mieux que bien, il s'est adapté remarquablement vite. Pas un seul jour de maladie, pas une once d'anxiété. Pierre sourit. C'est comme s'il savait qu'il avait eu une seconde chance et qu'il était déterminé à en profiter pleinement. Ils passèrent l'heure suivante ensemble, Élise racontant à Pierre les détails de la naissance difficile, les semaines de soins clandestins, la fuite précipitée. Pierre, elle, écoutait attentivement, posant parfois une question, son respect pour la jeune fille grandissant visiblement. « Ce que vous avez fait demande un courage et une compassion extraordinaires, » dit-il finalement. « Peu de gens auraient pris de tels risques pour sauver un poulain. »« Je n'avais pas le choix, » répondit simplement Élise. « Je ne pouvais pas le laisser mourir. » Un silence confortable s'installa, brisé seulement par les bruits paisibles du haras et le souffle doux d'Étoile qui était allongé près de Élise, sa tête reposant presque sur ses genoux. « Qu'allez-vous faire de lui ?» osa-t-elle finalement demander, redoutant la réponse. Pierre réfléchit un moment. « Eh bien, légalement, c'est compliqué. Ce poulain est officiellement mort. Son propriétaire a été indemnisé. Sur le papier, il n'existe pas. Mais en réalité, j'aimerais l'entraîner, voir jusqu'où il peut aller. » Pierre fit un geste englobant son domaine. « J'ai consacré ma vie aux chevaux d'exception. Élise. »
Et celui-ci pourrait être le plus exceptionnel de tous. La gorge d'Élise se serra. Alors, il restera ici, en sécurité, aussi longtemps qu'il le faudra, promit Pierre. Et vous serez toujours la bienvenue pour lui rendre visite. Il est évident qu'il vous aime profondément. Ces paroles réchauffèrent le cœur d'Élise, mais elles lui rappelèrent aussi la réalité. Elle devait partir, retourner à la foire, reprendre sa vie à Château-Noir, loin de Étoile. « Je dois y aller », dit-elle à regret, se relevant lentement. « Si Monsieur Beaumont découvre mon absence… » Pierre hocha la tête avec compréhension. « Je vais vous faire raccompagner par mon fils. Il vous déposera directement à la foire avec notre camionnette. Ce sera plus rapide que le bus. » L'adieu fut déchirant. Étoile semblait sentir qu'elle partait, hennissant doucement, la suivant jusqu'à la barrière du paddock, ses grands yeux expressifs fixés sur elle. « Je reviendrai », promit Élise en embrassant son museau velouté. « Prends soin de toi, mon petit miracle. » Le fils de Pierre, un jeune homme d'une vingtaine d'années au sourire chaleureux, conduisit Élise jusqu'à Saint-Martial dans un silence respectueux, comprenant sans doute la difficulté de cette séparation. « Nous y sommes », annonça-t-il en s'arrêtant à un coin discret de la foire. « Bon courage, mademoiselle. » Élise le remercia et se précipita vers les écuries temporaires, priant pour que son absence n'ait pas été remarquée. Son soulagement fut immense quand elle vit que Tempête et les 2 yearlings étaient toujours là, apparemment bien soignés en son absence. « Où étais-tu » La voix glaciale de Lucien la fit sursauter. Le palefrenier en chef se tenait dans l'ombre du box, les bras croisés. « J'avais une course urgente à faire en ville », répondit Élise, s'efforçant de paraître calme. Pendant 3 heures, le ton de Lucien était accusateur. « Beaumont te cherche partout, il est furieux. » Le cœur d'Élise se serra d'angoisse. « Je suis désolé, j'ai été retardé. Où est-il ? » « Au pavillon des ventes, il… La voilà !» La voix tonitruante de Beaumont résonna dans l'allée. Il s'avançait à grandes enjambées, le visage congestionné par la colère. « Où diable étais-tu passé ? » « Monsieur, je… » « Tais-toi !» coupa-t-il sèchement. « Je ne veux pas entendre tes excuses. Tu as abandonné ton poste, laissé mes chevaux sans surveillance. C'est impardonnable. » Élise baissa la tête, encaissant la réprimande qu'elle savait mériter. « Je suis vraiment désolé, monsieur. »« Désolé ?» ricana-t-il. « Tu seras bien plus que désolé quand nous rentrerons à Château-Noir. En attendant, ne quitte plus ces boxes d'une semelle. Compris ? » ?»« Oui, monsieur. » Beaumont tourna les talons, mais s'arrêta soudain. Et Élise. « J'ai reçu un appel intéressant cet après-midi. De Monsieur Dufresne, l'expert d'assurance. » Le sang d'Élise se glaça dans ses veines. Il aimerait réexaminer le dossier de Céline. Apparemment, ils ont découvert des irrégularités dans plusieurs réclamations similaires. Beaumont plissa les yeux. Étrange coïncidence, n'est-ce pas ? Que cela arrive justement pendant ton absence mystérieuse. Avant qu'Élise puisse répondre, un homme élégamment vêtu s'approcha de Beaumont. « Monsieur Beaumont, l'acheteur belge est arrivé. Il est très intéressé par Tempête. »« J'arrive, » répondit Beaumont sans quitter Élise des yeux. Nous n'avons pas fini cette conversation. Une fois Beaumont parti, Élise s'effondra sur une botte de paille, tremblante. Que savait-il exactement ? Avait-il découvert pour Étoile ? Ou simplement suspecté une fraude à l'assurance sans connaître les détails ? Elle fut tirée de ses pensées par une voix familière. « Élise !» Elle leva les yeux et vit avec stupeur le docteur Laurent debout à l'entrée du box. « Docteur, que faites-vous ici ? » « Je suis venu te prévenir, » dit-il à voix basse, jetant des regards nerveux autour de lui. « J'ai croisé Beaumont tout à l'heure. Il parlait avec Dufresne et il mentionnait un certain Haras des Bruyères. »« Le Haras des Bruyères ?» répéta Élise, le sang quittant son visage. « Comment est-ce possible ? » ?»« Je ne sais pas, » répondit Laurent, son visage creusé par l'inquiétude. Mais Beaumont semblait très sûr de lui.
Il a dit à Dufresne qu'il avait une piste solide sur un poulain ressuscité. Élise se leva d'un bond. Il faut prévenir Pierre. Si Beaumont va là-bas, j'ai déjà essayé de l'appeler, l'interrompit Laurent. Pas de réponse. Son fils non plus. Que faire alors? La panique menaçait de submerger Élise. Retourne à tes tâches pour l'instant. Ne montre aucun signe d'inquiétude. Laurent baissa encore la voix. Je vais retourner aux Bruyères immédiatement. Avec un peu de chance, j'y serai avant Beaumont. Et si vous n'y arrivez pas à temps? Le vétérinaire hésita. Pierre a des relations, des amis haut placés. Et légalement, la situation est compliquée. Beaumont a été indemnisé pour un poulain mort. Il ne peut pas soudainement le réclamer vivant sans s'exposer lui-même à des accusations de fraude. Ces paroles se voulaient rassurantes, mais Élise, elle, n'était pas dupe. Si Beaumont découvrait Étoile aux Bruyères, sa colère ne connaîtrait pas de limite, et la vengeance pourrait prendre bien des formes. Laurent partit précipitamment, promettant de la tenir informée. Élise reprit ses tâches, l'esprit ailleurs, sursautant au moindre bruit. Les heures écoulèrent avec une lenteur insupportable. Beaumont ne reparut pas, occupé avec les acheteurs potentiels et les formalités de la vente de l'un des yearlings. La nuit tombait quand les palefreniers commencèrent à charger les chevaux pour le retour à Château-Noir. Tempête, agité après une journée d'exposition, s'ébroua nerveusement tandis qu'Élise le guidait vers la remorque. « Tu montes devant avec moi », ordonna sèchement Beaumont quand tout fut prêt. « Lucien surveillera les chevaux à l'arrière. » Ce changement inattendu alarma Élise. Durant tout le trajet à l'allée, Beaumont avait insisté pour qu'elle reste avec les chevaux. Pourquoi ce revirement? La réponse ne tarda pas à venir. À peine avait-il quitté Saint-Martial que Beaumont prit une route différente de celle du retour. « Monsieur, ce n'est pas le chemin de Château-Noir. »« Non, en effet. » Son ton était calme, presque conversationnel, ce qui était plus effrayant encore que sa colère habituelle. « Nous faisons un petit détour, par Limoges, plus précisément. » Le cœur d'Élise manqua un battement. « Limoges? Pourquoi? » « Oh, je pense que tu le sais très bien. » Beaumont lui jeta un regard glacial. « Le haras des Bruyères, n'est-ce pas? Un endroit charmant, d'après ce qu'on m'a dit, avec un nouveau pensionnaire particulièrement intéressant. »« Je ne comprends pas, » tenta faiblement Élise. « Assez de mensonges. » Le poing de Beaumont s'abattit sur le volant. « Je sais tout, Élise. Je t'ai suivi aujourd'hui. Je t'ai vu prendre le bus pour Limoges, puis un taxi. J'ai vu où tu allais et j'ai entendu ta conversation avec Pierre Deville. » Élise se sentit défaillir. Il avait été là, tout ce temps, à observer, à écouter. « Vous m'avez espionné? » « Espionné ?» Beaumont eut un rire sans joie. « Tu as volé mon poulain, Élise. Tu as comploté derrière mon dos avec Laurent, avec Marcel et maintenant avec ce Deville. Tu m'as fait passer pour un imbécile auprès de l'assurance. Et tu t'étonnes que je te surveille. Je n'ai pas volé Étoile, » protesta Élise, abandonnant toute prétention d'ignorance. « Vous l'aviez condamné. Vous avez dit que C était une perte sèche, que ça ne valait pas la peine de le sauver. Ce N n'était pas à toi d'en décider, » rugit Beaumont. « Ce poulain m'appartient. Il vaut une fortune et je vais le récupérer ce soir même. »« Non, » s'écria Élise. « Vous ne pouvez pas faire ça. L'assurance vous a déjà dédommagé. Ce serait de la fraude. » »« La fraude, ma petite, c'est toi qui l'as commise en volant ma propriété. » Le sourire de Beaumont était terrifiant. « Mais ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Deville sera bien dédommagé pour ses frais. Et l'assurance n'en saura jamais rien. Quant à toi... » Il laissa sa phrase en suspens, mais la menace était claire. « Et si je refuse de vous aider ?» défia Élise, puisant dans un courage qu'elle ne se connaissait pas. « Tu n'es pas en position de négocier, » répliqua froidement Beaumont. « Soit tu coopères, soit je te livre à la police pour vol. Ton choix. »
Élise resta silencieuse, l'esprit tournant à toute vitesse. Si elle s'opposait à Beaumont maintenant, elle perdrait toute chance d'aider Étoile. Mais si elle semblait coopérer, peut-être pourrait-elle trouver un moyen de prévenir Pierre avant qu'il ne soit trop tard. La route défilait dans l'obscurité, chaque kilomètre les rapprochant du haras des Bruyères, d'Étoile, et d'une confrontation inévitable. Élise ferma brièvement les yeux, puisant dans sa détermination. Elle avait sauvé Étoile une fois, contre toute attente. Elle le ferait encore. « Très bien, dit-elle finalement. Je vous conduirai jusqu'à lui. » Beaumont sourit, satisfait de sa victoire apparente. Sage décision. Ce qu'il ne pouvait pas voir, était la résolution qui brillait dans les yeux de Élise. Car s'il y avait une chose qu'elle avait apprise de sa mère avant l'incendie, était que même dans les situations les plus désespérées, il restait toujours un choix, une voie que seul un cœur courageux pouvait discerner. Dans la poche de sa veste, ses doigts se refermèrent sur le téléphone que le fils de Pierre lui avait discrètement glissé avant qu'elle ne quitte le haras. « Au cas où », avait-il dit avec un clin d'œil. « Au cas où, en effet. » Le moment était venu. La nuit était tombée lorsque la voiture de Beaumont franchit le portail du haras des Bruyères. Contrairement à quelques heures plus tôt, le domaine semblait étrangement silencieux, presque désert. Seules quelques lumières brillaient aux fenêtres de la maison principale. « Où est-il » exigea Beaumont en arrêtant le véhicule devant les écuries. « Dans le paddock isolé, derrière les bâtiments » répondit Élise, la gorge serrée. Elle avait réussi, pendant que Beaumont était concentré sur la route, à envoyer un message d'alerte à Pierre grâce au téléphone emprunté. Un simple texte. « Beaumont arrive. Il sait tout. Protéger Étoile. » Elle ignorait si le message était arrivé à temps, si Pierre avait pu agir. Beaumont lui saisit brutalement le bras. « Tu passes devant. » Et n'essaie rien de stupide. Ils traversèrent la propriété dans l'obscurité, Élise guidant Beaumont vers l'endroit où elle avait vu Étoile plus tôt dans la journée. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine que Beaumont pouvait l'entendre. Lorsqu'ils atteignirent le paddock, Élise s'arrêta net, stupéfaite. L'enclos était vide. « Où est-il » La voix de Beaumont vibrait de colère contenue. « Où est mon poulain ? Je ne sais pas. » balbutia Élise, partagée entre le soulagement et l'inquiétude. « Il était ici cet après-midi. Tu m'as piégé. » Beaumont lui tordit le bras, la faisant gémir de douleur. « Tu les as prévenus. Je vous assure que non, » mentit-elle, espérant gagner du temps. François Beaumont. La voix calme de Pierre Deville surgit de l'ombre. Il s'avança vers eux, accompagné du docteur. Laurent est d'un homme en uniforme que Élise ne connaissait pas. Je vous suggère de lâcher cette jeune fille immédiatement. Beaumont relâcha Élise, mais resta menaçant. « Où est mon poulain » Deville. « Votre poulain » Pierre haussa un sourcil. « Selon mes informations, ce poulain est officiellement mort. Vous avez même touché une indemnité d'assurance conséquente pour cette perte, n'est-ce pas ? C'est un malentendu. » commença Beaumont, changeant soudain de tactique. « Je viens simplement récupérer ce qui m'appartient légitimement. »« Permettez-moi de me présenter, » intervint l'homme en uniforme. « Capitaine Moreau, Gendarmerie nationale, section des fraudes. Nous avons reçu des informations très intéressantes concernant plusieurs cas similaires aux vôtres, Monsieur Beaumont. » Le visage de Beaumont blêmit. Quelles informations ? Des éleveurs qui déclarent des poulains morts-nés pour toucher l'assurance, puis qui les revendent discrètement. Le capitaine sortit un carnet. Curieusement, vous figurez dans plusieurs de ces dossiers. C'est absurde. Je n'ai jamais... Nous avons des témoins, monsieur, coupa le capitaine, et des preuves documentaires. Votre présence ici ce soir n'arrange pas votre cas. Élise observait la scène, abasourdie par ce retournement inattendu. Était comme si le monde s'était soudain retourné contre Beaumont, comme si toutes ses machinations s'effondraient simultanément.
Où est-il? Demanda-t-elle doucement à Laurent, profitant de la confrontation entre Beaumont et le capitaine. En sécurité, répondit le vétérinaire. Pierre l'a déplacé dès qu'il a reçu ton message. Une lueur de mouvement attira l'attention d'Élise. Dans un paddock éloigné, à peine visible dans l'obscurité, elle aperçut une silhouette équine familière. Étoile, veillée par le fils de Pierre, observait la scène de loin, comme s'il comprenait l'importance de ce qui se jouait. « Je n'ai rien fait d'illégal », protestait Beaumont, mais sa voix avait perdu de son assurance. « Ce poulain est né dans mon écurie, de ma jument. Une jument que vous avez fait euthanasier alors qu'elle aurait pu être sauvée, » intervint Laurent. « Et un poulain que vous avez abandonné pour mort sans même vérifier. C'est cette fille !» Beaumont pointa un doigt accusateur vers Élise. « Elle a tout manigancé derrière mon dos. » Pierre s'avança, imposant sa présence calme. « Cette jeune fille a sauvé une vie que vous aviez condamnée par pure cupidité. Elle a risqué son emploi, sa réputation, peut-être même sa liberté, non pas pour l'argent, mais par compassion. Quelque chose que vous semblez incapable de comprendre, monsieur Beaumont. » Ces mots semblèrent frapper Beaumont avec plus de force que n'importe quelle accusation légale. Il regarda autour de lui, comme s'il prenait soudain conscience de sa situation, seul contre tous, défendant l'indéfendable. « Si je puis me permettre, » continua Pierre, « il existe une solution qui pourrait être avantageuse pour tous. » Il expliqua son idée. Beaumont rembourserait l'assurance, évitant ainsi des poursuites pour fraude. En échange, Étoile resterait officiellement la propriété de Château-Noir, mais serait élevée et entraînée aux Bruyères, sous contrat de pension et d'entraînement. Les gains futurs du poulain, que Pierre prédisait exceptionnels, seraient partagés. « Et la fille ?» demanda Beaumont après un long silence. « Élise ?» Pierre sourit. « J'ai justement besoin d'une personne qui connaît Étoile mieux que quiconque. Quelqu'un qui a prouvé sa dévotion et son talent avec les chevaux. Je lui offre un poste aux Bruyères, avec logement et formation complète en élevage et dressage. » Les yeux d'Élise S. écarquillèrent. C était plus qu'un emploi, C était un avenir, une chance de transformer sa passion en métier, de rester près d'Étoile. Beaumont regarda longuement la jeune fille qu'il avait sous-estimée, puis le capitaine dont le carnet contenait suffisamment de preuves pour détruire sa réputation, et enfin le haras magnifique qui pourrait transformer son poulain mort en champion. « J'ai une fille, » dit-il soudain, surprenant tout le monde. « Elle aurait ton âge aujourd'hui, Élise. La diphtérie me l'a prise, il y a 10 ans. » Un silence ému accueillit cette confession inattendue. « Elle aimait les chevaux, elle aussi, » poursuivit-il doucement. « Elle aurait probablement fait exactement ce que tu as fait pour Étoile. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. Pendant un instant fugace, elle entrevit l'homme que Beaumont avait peut-être été autrefois, avant que la douleur ne l'endurcisse. « Marché conclu !» décida finalement Beaumont. Le poulain reste ici, et toi aussi, Élise, si c'est ce que tu souhaites. » À l'aube, alors que le capitaine emmenait Beaumont régler les détails administratifs de leur arrangement, Élise se tenait dans le paddock, Étoile à ses côtés. Le soleil naissant illuminait sa robe baie, faisant briller l'étoile blanche sur son front comme un symbole d'espoir. « Nous avons réussi », murmura-t-elle en l'enlaçant. « Nous sommes libres, tous les deux. » Comme pour confirmer ses paroles, Étoile S ébroua joyeusement, puis S élança dans un galop puissant, exultant de vie et de promesses, son petit miracle devenu grand.